Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour parler bouquin. Ça fait vraiment bizarre de se retrouver face caméra comme ça pour voilà, vous partager des choses. Et faites pas gaffe si mes joues sont toutes gonflées, j'essaie de les cacher là avec mes mèches. Mais hier je suis allée chez une chiro qui a frappé mes mâchoires pour les desserrer tellement j'étais stressée. Donc voilà, forcément ça a laissé des petites séquelles. Mais bon, on va faire abstraction de ça. Je voulais vous partager en fait aujourd'hui les livres qui ont fait qui je suis sur le plan personnel, mais surtout en fait dans mon chemin en tant qu'artiste, parce que en tant que grande lectrice, forcément c'est les livres qui m'ont formée, c'est les livres qui m'ont accompagnée en fait durant toute mon histoire et qui m'ont amené petit à petit en fait, à créer tout cet univers que j'ai réussi à bâtir. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant en fait, de vous partager, parce que je pense qu'en fait, c'est la meilleure approche à travers les livres pour apprendre à me connaître en tant qu'artiste. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. C'est pour ça aussi que j'avais dit que je voulais commencer à aller un peu plus sur YouTube, c'est parce que j'ai tellement toujours eu dans ma vie plein de livres que je voulais partager. C'est un peu comme, vous savez, un secret super fort que vous pouvez pas vous retenir, vous avez envie de dire à quelqu'un tout de suite. Avec les livres, j'ai toujours ressenti ça. En fait, j'avais besoin de les partager, mais j'avais pas forcément de plateforme pour le faire et je me sentais pas trop légitime non plus. Mais bon, voilà, si on a envie de quelque chose, il faut le faire. Alors, la lecture pour moi, ça a commencé au lycée. Je me souviens quand même, le premier livre que j'ai quand même lu, je crois que c'était peut-être au collège, c'était Nos étoiles contraires. Et après, je suis tout de suite passée à des gros bouquins. Au lycée, en fait, où je suis partie en littéraire, et forcément, du coup, il fallait que je lise. Et en fait, c'est là où je suis extrêmement reconnaissante envers la prof de littérature que j'ai eue à cette époque-là. Cette femme a changé ma vie. Vraiment, cette femme m'a fait découvrir le plaisir de lire, la beauté des mots, le plaisir de la culture, surtout le fait de toujours chercher plus loin et de s'intéresser et de s'interroger et d'écrire. Et voilà, elle m'a juste transformée en fait, vraiment. Je serai toujours reconnaissante envers cette femme. Et ses cours étaient géniaux. Et je sais que c'est un livre assez controversé, je sais qu'il ne plaît pas à tout le monde, mais en fait, moi, c'est juste parce qu'il m'a marqué en fait. On a étudié Le Rouge et le Noir. J'ai dû le relire plusieurs fois avant de l'apprécier. On y allait tous en soupirant parce que c'est quand même un gros pavé. C'est vraiment un livre que j'aime énormément. Je sais pas si son histoire en soi est pour moi le meilleur des livres, je ne pense pas, clairement pas. Mais en fait c'est juste parce que c'était ma première approche de la littérature française et de la littérature en général en fait. Et ça m'a tellement marqué en fait de lire ceci, de découvrir la beauté, de pouvoir imaginer des choses, pouvoir s'imaginer un cadre, une atmosphère, des personnages, des costumes, des lieux, grâce en fait à la description des mots. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, et après ça, ça a vraiment créé en moi ce besoin. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, je me tourne très facilement vers des très gros livres, parce qu'en fait c'est toujours ce qui me provoque le plus de ce sentiment que je retrouve la toute première fois que j'ai lu en fait un vrai livre, je dirais. Et donc voilà, c'est pour ça que ce livre, c'est là où tout a commencé. Ainsi, c'était lancé. Et en fait, avec cette prof aussi, on a vu énormément de philosophie. Et un livre qui m'a marqué, en fait, on avait juste vu un petit extrait. Et je sais pas pourquoi, ça m'a extrêmement marqué. C'était ma première approche de la philosophie. Et j'ai tout de suite adoré lire de la philosophie, vraiment. Alors ça veut pas dire que j'y comprends quelque chose, la plupart du temps je ne comprends rien. Mais ça m'a vraiment marqué en fait. Et en fait on avait étudié un extrait des essais de Montaigne. Et je sais pas pourquoi, ça m'a extrêmement marqué, parce qu'en fait cet auteur, je me suis reconnue dedans. Et c'est seulement récemment d'ailleurs que je me suis dit mais c'est pas possible, je me reconnais tellement dans sa façon d'être. Comme lui, j'aurais pu m'enfermer tout en haut d'une tour au Moyen-Âge juste pour écrire ou décorer des bouquins et ne parler à personne et faire ça toute ma vie. J'aurais pu. Vraiment, je peux encore le faire là, je peux y aller. Mais c'est seulement, voilà, il y a quelques semaines que je me suis dit, voilà, je refeuilletais encore le livre et je me suis dit, mais c'est pas possible, je me reconnais tellement en lui. Et j'ai regardé, il est Capricorne aussi. Montaigne, c'est du 100% Capricorne.
et notamment pour un passage qui m'a énormément touchée et dans lequel en fait je me reconnais énormément. L'approche que Montaigne a de la mort, elle est juste tellement simple et elle fait tellement sens et elle est tellement belle. Et voilà, les Capricornes, on est connus aussi pour aimer tout ce qui est très dark, mais en fait c'est juste le fait d'accepter. Et ça, je pense qu'en fait, mine de rien, c'est quelque chose que j'ai réalisé au fur et à mesure des années, que mine de rien, en fait, son approche m'a extrêmement marquée dans le sens où, en fait, à partir du moment où on arrive à un tel stade d'acceptation, ça nous enlève beaucoup de peur et beaucoup de pression dans la vie. À partir du moment où on se dit que voilà, c'est le cycle de la vie et que de toute manière ça arrivera et que ça sert à rien d'essayer de repousser ou de paniquer à travers tout, ça m'a extrêmement aidée à être une personne qui est toujours en train de relativiser, ce qui veut pas dire que je suis pas stressée, mais qui est une personne qui va jamais voir en fait forcément le danger comme quelque chose à toujours éviter et à toujours s'enfermer pour se protéger de tout et à craindre tout. Au contraire, juste à me laisser vivre en fait et à dire c'est le cycle de la vie et ça arrivera de la manière dont ça doit arriver. Et je vais peut-être vous lire en fait quelques passages. Notre religion n'a point eu de plus assuré fondement humain que le mépris de la vie. Non seulement le discours de la raison nous y appelle, car pourquoi craindrions-nous de perdre une chose, laquelle perdue ne peut être regrettée? Mais aussi pour ce que nous sommes menacés en toute façon de mort, n'est pas plus mal à craindre toute qu'à en soutenir. La mort est origine d'une autre vie. Est-ce raison de craindre si longtemps chose de si bref temps? Le long temps vivre et le peu de temps vivre est rendu tout un par la mort. Car le long et le court n'est point aux choses qui ne font plus. C'est voilà un passage que je trouve magnifique parce que forcément on a peur de la douleur, de la façon dont ça va se passer, mais c'est quelque chose de si bref en fait. Et on est constamment à avoir peur en fait de regretter des choses, mais une fois qu'on sera plus là, on peut pas regretter. En fait, c'est ça la pire douleur, c'est la sensation qu'on va regretter des choses. Mais quand on sera plus là, bah on pourra plus en fait y penser et se rendre compte qu'en fait cette douleur, ça sert à rien de se l'infliger maintenant parce qu'en fait elle est inexistante. Il y a aussi un passage que je trouve très pertinent. Elle ne vous concerne ni mort ni vif, vif parce que vous êtes, mort parce que vous n'êtes plus. Davantage nul ne meurt avant son heure. Ce que vous laissez de temps n'était non plus votre que celui qui s'est passé avant votre naissance et ne vous touche non plus. C'est vrai que c'est... Alors oui, c'est une phrase extrêmement normale en fait de dire par exemple quand une personne meurt très jeune qu'elle est partie trop tôt. Mais en fait, ça m'a énormément aidée aussi à relativiser en fait cet aspect de la vie. Quand j'ai lu ce passage en fait qui est tellement vrai, la mort c'est quelque chose de tellement... Enfin la vie est quelque chose de... On n'a pas demandé à être là et on ne demande pas non plus à partir, on demande rien, c'est quelque chose sur lequel on n'a aucun contrôle. Et en fait de dire qu'une personne par exemple part trop tôt, c'est aussi... Ou avoir peur de partir trop tôt, avoir peur de partir sans avoir le temps de faire certaines choses, c'est aussi se dire mais quel est ce trop tôt? Parce qu'en soi, avant on n'était pas là. On est juste là brièvement et le temps d'avant ne nous appartenait pas, mais le temps d'après ne nous appartient pas non plus. Et en fait, dire qu'une personne est partie trop tôt, c'est à partir de quoi? Parce que quelle est la mesure du temps qui nous appartient? Et quel est notre âge? Quel est notre moment à nous? On peut pas le savoir et on peut pas se dire j'aurais tellement aimé vivre 2 ans de plus, mais peut-être que ces 2 dernières années de plus ne nous appartenaient pas. Et voilà, je sais que c'est un concept qui est assez difficile à expliquer. Je pense qu'il faut vraiment lire et intégrer en fait sa façon d'être, sa façon de vivre, sa façon de penser pour voilà, appréhender ça. Mais voilà, c'est vraiment des passages magnifiques. Et donc je recommande vivement. Après, tout le reste des essais, c'est un gros livre, mais tout le reste des essais en soi est fascinant. Tout le chapitre sur la mort en fait qui est extrêmement intéressant. Mon livre que je crois être mon livre préféré, qui est un livre dont personne ne parle. Je sais pas pourquoi. En fait, avec cette prof de français toujours la même, on avait lu aussi Les Feux monnayeurs d'André Gide. Et
alors je sais qu'André Gide est un auteur controversé et c'est normal, voilà, c'est quand même... Bon, c'est à une époque à remettre dans son contexte, mais c'est quand même une personne qui avait un rapport avec les hommes, mais surtout les enfants, assez ambigu, mais toujours reste aussi voilà, qu'il faut toujours séparer aussi parfois l'auteur de l'œuvre. Et ce livre, c'était pour moi, en fait, je crois que c'est pour ça aussi que c'est mon livre préféré, parce que c'est un peu ma petite pépite, parce que vraiment j'entends personne en parler. C'est Les nourritures terrestres. Ce livre, en fait, c'est, je sais pas trop comment l'expliquer, c'est assez spécial. En fait, c'est l'auteur, du coup André Gide, qui s'adresse à un personnage fictif, Nathaniel, d'où d'ailleurs le nom de mon van qui s'appelle Nathaniel aussi. Nathanaël, pardon. Et en fait, il s'adresse à lui pour lui vraiment, en fait, comme c'est un enfant, pour lui vraiment lui donner ce regard d'adulte et d'homme réfléchi et lui parler de la vie. Et en fait, ce qui m'a tout de suite très touchée, parce que voilà, c'est quelque chose dans lequel je me reconnais. Normalement, je suis une personne très 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 dans les paradoxes tout le temps. Je peux être très joyeuse, en même temps très triste, et j'adore approcher les deux émotions exactement de la même manière. Et en fait, dans ce livre, il va lui parler de la vie, pas pour lui dire d'habitude de ce qu'on dit, voilà, dans la vie, fais ceci, sois heureux, vis pleinement. Il va lui dire ça, il va lui parler de la poésie de la vie, comment apprécier la beauté de la vie, comment apprécier le temps, et comment apprécier l'amour, comment vivre l'amour, comment vivre de ses passions, comment élaborer ses rêves, mais il va aussi lui parler de la tristesse. Il va aussi lui parler des moments où en fait la vie ne fait plus sens, des moments où parfois on a envie de la perdre, des moments où en fait on a peur, et il va lui parler de tout ça, et sans lui dire qu'il faut relativiser, juste lui dire de ressentir en fait les émotions. Il en parle avec une telle poésie que je sais pas, en fait, ce livre, il est surligné de partout. Vraiment, pour moi, chaque ligne est magnifique, et c'est une petite pépite dont très peu de gens parlent, et en fait, à chaque fois que je dois offrir un livre à quelqu'un, j'offre celui-ci parce que vraiment il est unique en fait. Et il m'a vraiment formée dans ma façon d'approcher la vie avec une certaine poésie, une certaine manière de relativiser et aussi un amour pour tout ce qui est doux, toute la tristesse et toute l'émotion, mais en même temps une acceptation en fait de tout. Et voilà, ce livre pour moi c'est mon livre, c'est vraiment mon livre préféré. Il y a des phrases absolument magnifiques. Regarde le soir comme si le jour il devait mourir, et le matin comme si toute chose y naissait. Voilà, ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut retrouver aujourd'hui dans le développement personnel, le fait de voir chaque jour comme nouveau, mais sa manière de l'écrire est tellement plus belle. Et voilà aussi dans son approche, mais vous voyez, il a cette approche de la vie qui est de vivre pleinement, et en même temps il va y avoir ces passages très poignants, qui sont très apaisants par exemple à lire dans des moments où on ne se sent pas bien, mais on a besoin en fait de vivre cette émotion. Je ne souhaite pas d'autre repos que celui du sommeil de la mort. J'ai peur que tout désir, toute énergie que je n'aurais pas satisfait durant ma vie, pour leur survie ne me tourmente. J'espère, après avoir exprimé sur cette terre tout ce qui attendait en moi, satisfait, mourir complètement désespéré. Je sais pas, je trouve ça en fait vraiment dans ce petit passage, il y a exactement l'ambiguïté de l'envie de vivre et en même temps le désespoir, et c'est pour ça que je me reconnais extrêmement là-dedans. Je sais pas, c'est juste magnifique. Ensuite, on va arriver au moment où je suis partie en études, et voilà, qui a été une année, je pense, si vous me connaissez, vous savez que ça a été une année malheureusement très compliquée pour moi. Il y a des livres qui m'ont marqué pendant mon passage là-bas. J'ai lu le mémoire c'est pas un mémoire, mais le livre de Marina Abramović, World Truth Worlds. Je connaissais pas tellement cette artiste et je l'ai découverte à travers ce livre, et cette artiste elle est incroyable, vraiment, c'est une femme sublime, c'est une femme mais tellement forte, tellement profonde. Je suis pas une grande admiratrice des performances, voilà, moi je suis très 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 peinture, je suis pas énormément d'art contemporain et je regarde très peu de performances, voire jamais. Mais avec elle, je sais pas, en fait je pense que c'est ça aussi qui m'a aidée, c'est de le voir à travers ses livres et voir en fait tous les messages derrière, et cette femme m'impressionne. Vraiment la façon dont elle a d'approcher la vie et de se mettre en scène dans la douleur, dans le désespoir, pour
pour dénoncer des choses qui sont vraiment atroces, ou dénoncer la femme, ou parler de l'amour avec une telle poésie, une telle douceur juste derrière. Je sais pas, cette femme vraiment, elle est incroyable. Je sais qu'elle fait des workshops pour des... Bon, plutôt pour des personnes très connues. Je sais que Lady Gaga, par exemple, l'a fait. Donc si à mon avis elle l'a fait, je pourrais pas me l'offrir. Mais elle fait des workshops, par exemple, où elle emmène les femmes, en fait, en pleine nature, dans un état un peu de survie, pour se surpasser. Et c'est tout ce qu'elle est, en fait. C'est une femme qui se surpasse, c'est une femme qui ne laisse personne la battre. C'est une femme qui veut parler, qui veut s'exprimer, qui a quelque chose à donner et qui croit en son art. Et ça m'a vraiment formée en tant qu'artiste et je suis extrêmement reconnaissante envers cette femme de m'avoir partagé ses valeurs. Très peu de temps après ça, quand j'étais en études, c'est aussi la première fois où j'ai assisté un peu à un cercle de femmes et où j'ai commencé à m'intéresser du coup à tout ce qui était ésotérisme, la lune, les cycles, enfin soi-même. C'est là que j'ai découvert, pendant un cercle de femmes, Starhawk. Starhawk a changé ma vie dans le sens où ça a été pour moi la porte d'entrée vers tout cet univers. Ça a été la porte d'entrée vers l'ésotérisme, vers tout le sens mystérieux, vers la connexion à la nature, vers la recherche des symboles, la recherche des cultures, des différents mythes, des différentes croyances. J'étais tellement fascinée par ce qu'elle écrivait, par sa façon en fait d'approcher le corps, la nature, la religion, les dieux, les déesses, tout, que tout de suite ça a éveillé en moi en fait cet intérêt et depuis je n'ai pas arrêté, depuis je dévore les bouquins sur ces sujets constamment. Et donc voilà, en fait c'est un livre donc là c'est Spiral Dance, mais tous ces livres sont vraiment géniaux. Et celui-ci m'a marqué parce que déjà il me reconnecte à cet instant très touchant que j'ai vécu ici. Et en fait juste parce que ça a été le début. C'est le début vraiment. Avant voilà, c'était des livres qui ont formé Eva en tant que personne. Ça c'est ce qui a formé Ewa en tant qu'artiste. Et l'univers qui se cache derrière. Donc voilà, Starhawk c'est une femme qui se revendique. Alors je sais pas. Enfin oui, elle se revendique sorcière, mais aussi activiste et écoféministe. Et c'est vraiment un héritage énorme d'avoir ses écrits parmi nous. Et voilà, si vous aimez tout ça, je vous recommande vraiment de lire Starhawk. Pour moi, Spiral Dance reste mon préféré. Earthpass est aussi extrêmement bien. Mais voilà, tous ces livres sont à lire. Ensuite, il y a eu un laps de temps de ma vie où en fait... après mon année où vraiment j'ai chuté, où ça allait pas, il y a eu une année un peu de battement où en fait j'étais chez mes parents et où en fait j'avais pas d'autre choix que de me reposer, que de rien faire, je pouvais pas étudier, je pouvais pas travailler et en plus c'était pendant le Covid. Et du coup c'était vraiment un moment suspendu dans le temps. Et c'est un moment où j'ai beaucoup lu et où vraiment j'avais besoin d'une petite bulle réconfortante. Et c'est là que deux choses se sont réveillées un peu. Ma découverte de ce petit côté en moi très champêtre et que j'aime beaucoup, cottagecore comme on dirait aujourd'hui. C'est cette admiration pour la campagne, les choses anciennes, le parquet qui grince, le fait de cultiver son jardin, le fait d'être proche de la nature, le fait de s'émerveiller de la nature, lire, l'amour de la pluie, l'amour de la douceur, l'amour du silence. Et je crois que beaucoup vraiment seront d'accord là-dessus, mais c'est à ce moment-là en fait que j'ai commencé à regarder la série Anne with an E, et qui vient du livre Anne de Green Gables, dont j'ai parlé d'ailleurs dans ma récente vidéo. Anne, ce personnage a changé ma vie dans le sens où en fait c'est mon personnage de réconfort. Je pense qu'on peut tous avoir une Anne en soi. Et je sais que dans les moments où vraiment je suis en panique et où j'ai besoin de m'apaiser, je me retourne toujours vers elle parce que c'est vraiment un personnage qui vous apprend à vous émerveiller de la vie. Mais pour moi, vraiment, en fait, la façon dont on doit vivre la vie. C'est-à-dire que c'est vivre la vie pleinement, s'émerveiller, rêver, raconter n'importe quoi, raconter des histoires, raconter des contes de fées, s'habiller comme une fée. Mais à côté de ça, être très terre à terre, être une personne qui se cultive, être une personne qui est présente pour les autres, une personne présente pour sa communauté, une personne qui revendique le fait qu'elle soit une femme, qu'elle veut être puissante et qu'elle a des connaissances et qu'elle veut les manifester. Il y a aussi le petit côté amoureux, enfin il y a tout en fait dans ce personnage. Vraiment c'est un personnage tellement riche, le fait d'être rejeté
alors qu'au final c'est la personne la plus riche intérieurement qu'on puisse connaître. Et donc voilà, ce livre a changé ma vie parce qu'il m'a vraiment donné cette approche, cet amour pour la simplicité, la douceur. Et le fait d'accepter que j'étais pas une personne qui voulait, comme beaucoup de jeunes que j'ai connus au lycée, faire la fête, sortir, aller boire des verres tout le temps. Ça m'a en fait permis de me rendre compte que j'étais pas comme ça. Et que j'étais plutôt quelqu'un de très calme, de très refermé, de très dans sa bulle. Alors pas refermé dans le sens timide, mais très qui aime son cocon, qui va carrément aller passer toute sa vie et ses soirées à aller lire toute seule en écoutant la pluie au calme avec une bougie plutôt que d'aller faire la fête. Et c'est quelque chose encore aujourd'hui qui me fait vraiment culpabiliser, mais dont je me sentais vraiment un peu mal à l'époque. Et en fait ce livre m'a permis de me rendre compte que en fait il y avait plein de personnes qui étaient comme ça et que c'était normal d'être comme ça et qu'en fait voilà, on n'est pas tous pareils et que c'était pour le moment pour moi de revendiquer ce besoin de calme et d'en profiter juste pleinement et de savourer. Et c'est aussi pendant, je crois que c'était en même temps, que j'ai aussi un livre qui pour moi a changé ma vie, dans le sens où en fait ça a été ma première approche de l'astrologie. Je connaissais pas trop l'astrologie et j'ai lu Sun Sign de Linda Goodman, qui est alors dans l'astrologie, l'astrologie c'est un sujet très 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 complexe. Il faut lire beaucoup de choses et beaucoup s'informer pour réussir ensuite à former le puzzle. Mais ça c'est la première approche. En fait, rien que dans ce gros pavé, c'est seulement les signes solaires, donc le signe en général qu'on vous donne, le signe astrologique. Et elle les décrit. Et en fait, déjà rien que ça m'a permis de me rendre compte, waouh, ok, ce truc c'est pas rien, c'est vraiment tout est vrai. Et ça a été ma première approche de l'astrologie, c'est comme ça que j'ai commencé du coup à lire un peu aussi à travers mes proches et à me comprendre aussi moi-même beaucoup mieux et ça m'a un peu perturbée. Du coup c'est comme ça aussi que j'ai commencé à apprendre plus et à commencer à essayer de lire des chartes, à acheter d'autres livres, à écouter des podcasts, à écouter des cours de 5 heures pour comprendre juste une seule petite planète quoi. Donc pour moi, l'astrologie, ça m'accompagne encore aujourd'hui au quotidien. Vraiment, c'est pas forcément un sujet que j'applique au quotidien. Je suis pas en train de regarder ce qui se passe dans le ciel, par exemple, pour décider de mes actions. C'est quelque chose que j'aimerais comprendre par la suite. Mais ça me permet surtout en fait de comprendre les gens. Et ça me permet aussi en fait d'apporter un peu de magie en fait dans mon petit univers, mon amour des étoiles, mon amour des planètes, la fonction dont je fonctionne. Et je suis quelqu'un, mais après ça, je suis tombée juste amoureuse du fait de connaître ma charte parce qu'en fait je me reconnais tellement dans mes signes, le Capricorne ascendant Cancer. Je me suis dit mais c'est pas possible, c'est moi, au point où vraiment aujourd'hui j'adore en jouer. Pour moi c'est un personnage de me dire que si je dois me définir, je dis juste ça, je dis juste que je suis Capricorne et ça me suffit. Donc voilà, ça a été mon début de l'amour pour l'astrologie et donc voilà, c'est un livre qui m'a énormément marqué. Ensuite on arrive à travers du coup tout ce chemin, la littérature, puis la philosophie, puis la découverte de l'ésotérisme, puis le besoin de culture, le besoin de s'enrichir. Vraiment, il y a eu pendant plein d'années, et encore aujourd'hui, ce sera jusqu'à la fin de ma vie, ce besoin de s'enrichir culturellement et vraiment d'avoir plein de connaissances, des symboles, des mythes, des croyances, plein de choses. Et aujourd'hui, je suis addict à ça, vraiment. Pour moi, vous pouvez pas m'offrir un meilleur cadeau de Noël ou d'anniversaire que des livres sur la culture de manière générale. Et c'est là où en fait du coup j'ai commencé à m'attaquer à des plus grosses œuvres. Avant de parler de mes deux préférés, j'aimerais plutôt, déjà commencer du coup au fait que j'ai du coup commencé à aimer tout ce qui est un peu plus poésie, tout ce qui touche à des choses un peu plus sombres parce que c'était aussi une période de ma vie très sombre. Et du coup, explorer un peu toute la littérature antique, mais aussi la littérature du romantisme, c'est quelque chose qui a vraiment bâti mon univers. C'est cet amour de la poésie et de l'aspect sombre de la vie. J'ai commencé à beaucoup du coup m'intéresser à la notion des enfers, que ce soit à travers toutes les cultures, pas juste la version qu'on connaît de la Bible, mais dans toutes les cultures. Et ça, c'est un énorme sujet que vous retrouverez dans mes œuvres. Tout ce qui est enfer, ange, démon, tout ça, c'est quelque chose, c'est sûr que ça y est. Et d'ailleurs, si vous avez vu plusieurs de mes dernières toiles, mais vraiment toiles du coup, en fait, je suis en train de faire une série de peintures sur les mythes de descente aux enfers. Et donc que j'espère pouvoir exposer un jour. On croise les doigts. Dans la littérature, j'ai adoré découvrir cette notion.
J'ai beaucoup aimé lire Paradise Lost, donc Le Paradis perdu de John Milton, qui est une reparler de la Bible, mais à travers le regard de Satan. Alors j'espère ne pas me faire bannir avec cette vidéo, c'est juste... on se calme, c'est juste de la lecture. Et il y a quelque chose de très poétique à travers le fait aussi d'explorer en fait, l'aspect opposé au divin qu'on explore habituellement. Et c'est magnifique, vraiment, Paradis perdu, je vous recommande grandement. Alors il faut le relire plusieurs fois, je l'ai lu 3 fois et il faut encore que j'écoute des vidéos là-dessus, il faut encore que je les réécoute parce qu'en fait c'est vraiment un livre qui s'étudie. C'est un livre vraiment à étudier chaque vers. Tout est tellement réfléchi, tout est tellement beau, c'est de la poésie en fait, c'est un peu comme Homère à l'ancienne. D'ailleurs l'Odyssée d'Homère, énorme livre qui a formé ma vie. Ça voilà, je vais en reparler, mais c'est un peu écrit pareil, voilà, c'est de la poésie en fait, et qui fait je ne sais pas combien de pages, je sais pas. Mais voilà, qui explore en fait du coup l'aspect plus sombre du mythe de la création. Et voilà, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment très beau à lire, pas très agréable parce que c'est très entêtant tellement c'est compliqué. Mais niveau inspiration, c'est... je sais pas. Puis je sais pas, vraiment c'est très beau. Et un peu dans la même veine, vous avez aussi Hyperion de Hölderlin, qui pareil en fait explore en fait cet aspect un peu plus un peu plus sombre, cet aspect un peu du mal qui prend l'emprise sur vous. C'est voilà, c'est vraiment un super livre que je trouve magnifique. Et profondément, vraiment les 2 livres qui pour moi sont un peu ces bébés un peu anciens, poussiéreux, qui sont pleins d'histoires et chargés. Donc je pourrais aussi mettre du coup les livres d'Homère, l'Odyssée et l'Iliade, parce que voilà, quand on découvre ça et quand on commence à les comprendre, c'est... En fait, c'est un peu indescriptible ce qui se passe avec les auteurs grecs, les auteurs anciens. C'est vraiment indescriptible. Il y a quelque chose de mystique en fait à leur lecture vraiment. Et donc moi, c'est ce qui s'est passé avec 2 livres. Je vais garder mon préféré pour le dernier. Mais donc là, qui est un peu plus récent, ça a été de lire La Divine Comédie de Dante. Alors pareil, c'est un livre à relire plusieurs fois parce que pareil, c'est de la poésie. Tout ceci de poésie quoi. C'est avec beaucoup de références, beaucoup de choses cachées dans le sens des mots. Et voilà, mais c'est un livre qui pour moi en fait est sublime parce que en fait on y suit donc Dante, l'auteur, qui en fait va voyager à travers l'enfer, le purgatoire et le paradis. En enfer, il sera gardé par le poète Virgile. Et dans le paradis, il sera mené par en fait la femme de sa vie, l'amour de sa vie, Béatrice. D'où mes 2 tatouages sur mes mains. Si vous souhaitez qu'un jour je fasse une vidéo sur mes tatouages, ce serait avec plaisir parce que en fait ils sont tous chargés de sens. Et donc voilà, pourquoi pas. Mais voilà, en fait ces 2 petits visages que vous voyez sur mes mains, ça vient de ça. C'est Virgile et Béatrice. Parce qu'en fait je trouve ça sublime. Cette idée en fait de traverser en fait l'enfer, le purgatoire et le paradis, alors déjà c'est beau. Rien que de dire ça, c'est beau en fait, c'est magnifique, c'est sublime, c'est de la poésie, ça me transporte vraiment. Je n'ai pas les mots pour décrire ce livre, pour décrire ce que représente Dante. Pour moi vraiment il est partout, il y a plein de livres sur lui un peu partout. C'est un personnage juste fascinant, en plus ça me reconnecte énormément à l'Italie aussi qui est mon pays de cœur. Et donc voilà, quand je lis ce genre de choses, je me transporte en Italie dans les temps anciens et je suis alors mais la femme la plus heureuse au monde. Mais voilà, ce livre, c'est un des plus grands chefs-d'œuvre que j'ai jamais lu de ma vie. C'est magnifique et il faut encore que je le relise encore et encore et encore parce que, en fait, si vous n'avez pas l'habitude de lire, ça sert à rien de se plonger dedans, quoi. Mais sinon, c'est juste sublime. Mais ensuite, voilà, ce qui a fait qui je suis, qui pour moi est mon livre aussi, c'est un livre que d'ailleurs vous voyez toujours, il est toujours sur mon bureau, j'ai besoin de l'avoir face à moi pour respirer. C'est Les Métamorphoses d'Ovide. Ce livre, il a tout changé pour moi en fait. Je trouve qu'on parle pas assez des Métamorphoses d'Ovide qui pour moi est... En fait, je ne sais pas vous décrire ce mot, il faudrait que je vous fasse une vidéo entière sur ce livre en fait. Et j'aime ce livre à un tel point
qu'un de mes projets de vie, et je sais très bien que ce sera infaisable, mais vraiment je m'en fiche, je veux quand même y croire, c'est que mon projet de vie c'est vraiment de peindre, et pas des petites peintures, des immenses toiles comme vous voyez dans les musées. Je veux peindre tous les mythes qu'il y a dedans. Donc voilà, ce livre est fondateur. J'ai déjà fait une peinture d'Orphée qui était immense, mais que je n'ai jamais montrée parce que c'était avant que je commence à vraiment avoir mon univers, mon approche de la peinture, et du coup je la trouve aujourd'hui immonde. Mais j'ai envie de la refaire, j'aimerais la recréer. Elle faisait 2 mètres de haut minimum. J'ai vraiment envie de la refaire, mais il faut que je puisse avoir un espace pour. J'ai peint Pygmalion, j'ai peint... Ah oui, j'ai fait aussi une peinture en fait que je voulais, qui approche en fait l'apocalypse, la fin du monde, et en fait il y a une approche dans ce livre qui décrit les 3 âges, donc l'âge d'or, l'âge de fer, l'âge de bronze. Alors c'est dingue parce que ça a été écrit, je ne sais même plus, il a commencé à l'écrire en 756. Donc voilà, ça remonte à très très loin. Et pourtant, on retrouve en ce livre, à travers ces âges, que de la vie, vraiment le cycle en fait, qu'on retrouve aujourd'hui, à travers par exemple aujourd'hui la technologie. Bah, à l'époque c'était d'une manière différente du coup, mais voilà, l'idée de l'homme qui se découvre au début, l'idée de l'homme qui vit pour juste être humain, qui vit en communauté, qui vit pour survivre, qui ensuite découvre une manière de se surpasser, qui ensuite commence à créer de la jalousie, de la rage, de la colère, faire la guerre, se surpasser, de vouloir être surhumain, toujours vouloir aller plus loin, et jusqu'à ce qu'en fait les dieux viennent tout détruire. Et voilà, la fin du monde, tout ça, en fait cet aspect cyclique de la vie. Alors c'est dingue parce que c'est tellement vieux, mais c'est un cycle qu'on retrouve constamment en fait, qui se répète sans fin, j'ai l'impression. Et je trouve ça juste en fait magnifique la façon dont il l'a décrit, et pour moi c'est toujours d'actualité. Et voilà, c'est un livre extrêmement inspirant. Voilà, je voulais finir sur celui-là parce que c'est mon petit chouchou. Et voilà, toutes mes œuvres, et j'espère du coup pouvoir aussi faire toutes ces toiles immenses plus tard. Et voilà, c'est vraiment mon plus beau livre à lire plein de fois. En plus, comme c'est divisé en mythes, vous pouvez vraiment le séparer comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de le lire d'une traite. Vous pouvez Moi, j'y reviens constamment, j'y reviens souvent pour redécouvrir certaines choses. Et voilà, c'est la plus belle manière de le découvrir. Mais voilà, j'espère vraiment que ça vous permettra de me connaître un petit peu plus et de savoir en fait où je tire mes inspirations et ce qui peut aussi du coup peut-être vous inspirer. Et voilà, j'espère qu'on se retrouvera très vite pour une autre vidéo. Ciao!